Moi, j'ai voulu regarder la réalité en face. C'est cela, oui. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les sbroufs, c'est vous! Du calme, camarade! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir et bienvenue, merci de nous rejoindre sur Sensation Yveline. Comme chaque dimanche, c'est l'hebdo politique. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Et ce soir, je reçois le député UDI des Yvelines, Arnaud Richard. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Vous êtes né à Rouen le 30 avril 1971, vous avez donc 43 ans et vous êtes marié et père de 3 enfants. Votre engagement politique commence en 1995 lors de la victoire de Jacques Chirac à la présidentielle. D'ailleurs, quel était votre rôle à l'époque? Est-ce que vous étiez un simple militant? Alors d'abord, mon engagement commence avant la victoire, rassurez-vous. Il commence dès 1989, vous voyez. Donc comme simple militant, j'étais au lycée et j'ai rejoint un parti politique qui n'existe plus, mais qui est dans la droite et républicaine, voilà. Mais j'étais à l'époque un simple militant de base. Dans la foulée, vous devenez assistant parlementaire puis conseiller parlementaire de Jean-Louis Borloo, alors ministre de la Ville. En 2007, vous êtes aux côtés de Pierre Cardot, maire à l'époque de Chanteloup-les-Vignes. Il est élu député de la 7e circonscription des Yvelines. Vous êtes alors son suppléant. Vous lui succédez en 2010 suite à l'abandon de son mandat pour mission parlementaire. En 2012, c'est à votre tour de vous présenter et d'être élu. Au municipal, vous avez un peu moins de chance. Défaite en 2008 à Meulan face au maire sortant, le socialiste Guy Poirier. Cette année encore, vous étiez candidat au municipal à Triel-sur-Seine et malgré la double investiture UMP-UDI, vous avez été battu par le maire d'hiver droite Joël Mancel. Avec vous, nous évoquerons l'actualité du parti auquel vous appartenez, l'UDI, et nous parlerons budget et collectivités territoriales. L'hebdo politique, le Money Time. Arnaud Richard, tout de suite, c'est l'heure du Money Time. Le Money Time, c'est une série de questions-réponses rapides. Le but, apprendre à mieux vous connaître. Est-ce que vous êtes prêts? Je réponds par oui ou par non Non, vous pouvez répondre, mais rapidement. Ou ne pas répondre. François Rebsamen, ministre du Travail, avoue l'échec du gouvernement face à la hausse du chômage. C'est vrai, mais fallait-il le dire selon vous? Écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas, il a eu le courage de le dire. C'est pas satisfaisant de sa part, mais c'est une réalité. Pour 100 € de péage payés par un automobiliste, entre 20 et 24 € sont du bénéfice net pour les concessionnaires d'autoroutes. Les tarifs sont-ils trop élevés? C'est un pur scandale. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on a laissé vendre les autoroutes à des entreprises privées qui sont pour autant tout à fait honorables, mais qui ne rendent pas l'argent tel qu'ils devraient le faire aux contribuables. D'ici 2025, une étude prévoit que 3 millions d'emplois seront supprimés en France à cause des automates, les robots qui remplacent les humains au travail. Cela vous inquiète-t-il? D'autant plus quand on voit la question précédente, ce qui est une des tendances qui a été celle des concessionnaires d'autoroutes, d'utiliser l'investissement qu'ils devaient avoir sur les autoroutes pour mettre en œuvre des automates. Donc ça m'inquiète profondément. François Bayrou a prédit il y a quelques jours la dissolution de l'Assemblée nationale. Il pense que François Hollande ne pourra pas tenir jusqu'en 2017. Vous partagez son point de vue? Écoutez, François Bayrou, c'est quelqu'un qui commente, donc je ne vais pas commenter les commentateurs. Voilà. L'œuvre artistique de Paul McCarthy, installée place Vendôme, a fait polémique. Vous y voyez-vous un sextoy ou un arbre de Noël? Ni l'un ni l'autre. Pour autant, je mesure combien les artistes contemporains peuvent être malheureux de ne pas toujours être bien compris en France. Pierre Moscovici est devenu officiellement commissaire européen en charge des affaires économiques après les auditions du Parlement européen la semaine passée. C'est une bonne nouvelle pour la France, c'est un choix que vous approuvez? Écoutez, en tout cas, j'étais à l'audition qui était une première pour le Parlement français d'auditionner le commissaire avant qu'il ne rentre en fonction. C'est un homme qui a des qualités intellectuelles, ça je ne le retire pas, qui défendra, je l'espère, fortement les positions de la France. Pour autant, voilà, je n'ai pas plus d'affinité que ça avec lui. Quand l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing affirme que la France risque de se retrouver dans la situation qu'a connue la Grèce, il exagère ou il est proche de la réalité selon vous? Il faut toujours écouter Valéry Giscard d'Estaing parce que son analyse est toujours très fine, très, très aiguë, donc il ne faut pas s'en moquer tant que ça, hein, loin de là. Après, c'est son rôle de sage d'alerter les pouvoirs publics et l'opinion publique. Est-ce que vous le savez, quelle sera la prochaine personnalité artistique invitée au Crazy Horse, le temple du nu féminin chic? Le savez-vous?
Non, j'avoue que heureusement je ne sais pas tout comme vous. Le travesti à barbe Conchita Wurst. Il se produira du 9 au 15 novembre sur la scène du Crazy Horse à Paris. C'est celui qui a gagné l'Eurovision cette année. Super. Une soixantaine de parlementaires sur 925 au total auraient des soucis plus ou moins grands avec le fisc. Le député UMP Gilles Carrès risque notamment un redressement fiscal pour non-paiement de l'USF. Que vous inspire cette situation ? Écoutez, je connais très bien Gilles Carrès, qui est une personnalité éminemment honorable, qui s'est expliqué d'ailleurs sur son blog il y a quelques heures pour expliquer la situation, qui est très loin de ce que l'on a voulu l'expliquer, la présenter, et donc j'ai tout à fait confiance dans l'honorabilité de Gilles, qui a certainement pas fait les choses comme il fallait, mais au vu de la loi, il a l'air d'être tout à fait dans les clous. Pas de l'interprétation fiscale, mais de la loi. Voilà. La modulation des allocations familiales en fonction des revenus des parents a été ça votée c'est un scandale. par les députés. J'y étais. Vendredi soir, je vous coupe la parole parce que c'est un scandale. Je voulais vous poser la question justement sur votre avis. Je comprends tout à fait qu'un certain nombre de gens considèrent qu'il ne faille pas être universel sur cette prestation. Pour autant, c'est un pilier de notre société. Et c'est pas le moment, à mon avis, de le mettre à mal. Voilà. Donc j'étais très farouchement opposé à cette mise à mal. Voilà. L'hebdo politique sur Sensation. Arnaud Richard, vous êtes le président de l'UDI des Yvelines. Avant de parler de votre parti, parlons de vous et de votre actualité personnelle. Après votre défaite au municipal en mars dernier de 34 voix face à Joël Mancel, maire d'hiver droite de Triel-sur-Seine, vous avez déposé un recours devant la justice. Où en est-on aujourd'hui ? Alors le recours, ce qui n'est pas satisfaisant de faire un recours, mais ça veut dire qu'on a considéré qu'il y avait des sujets qui s'étaient pas bien passés pendant la campagne. Il faut croire que le tribunal administratif n'a pas vu les choses de la même manière, puisqu'il n'a pas donné suite à notre recours, donc nous n'avons pas gagné ce recours, et donc il n'y aura pas d'élection nouvelle à Triel. Voilà. Vous pouvez faire appel de cette décision ? Nous pourrions faire appel, nous sommes en train d'en discuter avec mes collègues de l'équipe de Triel Énergie. Nous n'avons pas regardé précisément encore les attendus du tribunal administratif. Il y a toutes les chances que nous ne fassions pas appel. Pour autant, c'est vrai que 34 voix, c'est pas grand-chose, d'autant plus que l'opposition dans le conseil municipal de Triel, notre équipe et une autre équipe, représentent 63% des suffrages. La majorité est simplement de 37. Donc vous voyez, il y a bien un problème qui malheureusement devrait rester pendant plusieurs années. Vous aviez reçu, je le rappelle, l'investiture UDI-UMP pour ces élections municipales. L'UDI, parlons-en justement, votre parti est en pleine période d'élection pour élire son nouveau président et prendre le relais de Jean-Louis Borloo. 4 candidats étaient présents au premier tour, Jean-Christophe Fromentin, Yves Gégaud, Jean-Christophe Lagarde et Hervé Morin. Duquel de ces candidats étiez-vous le plus proche ? Alors moi j'étais très proche d'abord, vous le savez, de Jean-Louis Borloo, donc je suis extrêmement triste de sa décision que je respecte profondément et je comprends par rapport à ce qu'il a apporté à son pays et au centre qu'il ait fait ce choix. Donc je ne reviendrai pas dessus. Après, j'étais très proche personnellement d'Yves Gégaud, qui est un maire de la politique de la ville. Il est maire de Montreux-Foltionne, donc on le connaît bien avec Jean-Louis Borloo depuis très longtemps. Il a fait le score qu'il a fait, qui n'est pas exceptionnel, donc on était un peu triste. 11%. 21%, oui. 11% c'est faux, monsieur. Et au second tour, le Parti radical, dans son ensemble, et dans son bureau national de la semaine dernière, a fait le choix de soutenir Jean-Christophe Lagarde, qui était d'ailleurs avec nous hier midi à Bougival, où on a pu lui exprimer tout notre attachement pour le deuxième tour. Voilà. Finalement, ouais, Jean-Christophe Lagarde et Hervé Morin se sont qualifiés pour le second tour. Ils sont respectivement arrivés premier et deuxième. Le vote des adhérents pour départager les deux finalistes se tiendra jusqu'au 13 novembre. Lagarde, Morin, est-ce que ces hommes-là ont-ils le charisme nécessaire pour remplacer Jean-Louis Borloo ? Alors d'abord, on ne remplace pas Jean-Louis Borloo. En politique, on ne remplace pas les uns ou les autres. On succède à la rigueur. Pour lui succéder alors ? Écoutez, Jean-Louis Borloo, c'est un personnage tout à fait atypique, tout à fait différent et inclassable dans la vie politique française. Donc je ne crois pas qu'il faille regarder par rapport à Jean-Louis Borloo. En tout cas, ce sont des collègues, puisque les 4 candidats étaient des collègues du groupe UDI. Assemblée, qui ont beaucoup de qualités. Moi, je connais Jean-Christophe depuis très longtemps. Il est maire de Drancy depuis 2001. C'est difficile d'être maire de Drancy. Vous imaginez une ville qui a été communiste pendant presque 60 ans. Il a toutes les qualités, je crois, de volontarisme, d'ambition pour le centre, d'indépendance, et puis la proximité avec les idées relatives aux quartiers un peu difficiles qui sont une famille avec Yves Gégaud, Jean-Louis Borloo, Pierre Cardot était dans cette veine-là, toute cette famille d'élus, de droite comme de gauche d'ailleurs, pas simplement du centre, qui se battent pour la reconnaissance de ces quartiers et de ces territoires dans notre pays.
Alors, des crispations sont apparues dans la dernière ligne droite de cette élection. La presse a révélé notamment que l'un des candidats battus, Yves Gégaud, était visé par une enquête préliminaire pour un enrichissement inexpliqué entre 2003 et 2009. Il y a quelques jours, l'équipe d'Hervé Morin a accusé Jean-Christophe Lagarde de clientélisme. Finalement, on a un peu l'impression que l'UDI, c'est la même chose que l'UMP et le PS. Non. Parce que d'abord, toutes les accusations que vous exposez là, elles sont des choses qui sont lancées, comme Gilles Garès tout à l'heure, et puis après, souvent, on se rend compte qu'il n'y avait rien derrière, il n'y avait pas de suite. Mais entre Morin et c'est des attaques qui sont reprises par les médias, parce que les médias sont friands de ce genre de choses, je peux le comprendre, on ne peut pas leur en vouloir. Je ne crois pas qu'on soit au niveau d'autres partenaires de la vie politique française. Donc il peut y avoir des tensions. Je ne crois pas que ce soit des tensions personnelles, c'est des tensions par rapport à l'analyse politique qui est la leur. La question est de savoir si l'UDI devra avoir ou pas un candidat aux élections présidentielles. Jean-Christophe Lagarde, là-dessus, est extrêmement volontaire. Et on ne construit pas une famille politique sur une renonciation, tout de suite en disant nous existons depuis 2 ans, le UDI est très jeune, mais dès maintenant, nous savons que nous n'irons pas à l'élection présidentielle, qui est quand même celle qui impacte le plus la vie politique française. Donc une vraie différence d'appréciation et d'analyse pour l'avenir. Alors vous avez commencé à aborder le sujet. À travers l'élection du nouveau président se joue également la question de l'UMP. L'UDI est-il pour vous l'allié naturel de l'UMP ou doit-il être Alors là, totalement vous exagérez un indépendant? peu. C'est pas l'élection du président de l'UDI qui détermine l'avenir de l'UMP. Je vous remercie, mais enfin, nous n'en sommes pas là. Nous sommes un partenaire de l'UMP. Et votre position à vous par rapport à l'UMP? Une vraie indépendance. De toute façon, certains imaginent que dans quelques semaines ou quelques mois, nous pourrions, dans la vie politique française, voir renaître un grand parti de la droite et du centre. Moi, j'y crois pas parce que le grand parti de la droite et du centre, il a existé. C'était l'UMP et ça n'a pas fonctionné. La preuve en est, l'UDI a été créé. Donc ça veut dire que l'UMP ne reprenait pas l'ensemble de la droite et du centre. Donc je crois que nous sommes un allié naturel de l'UMP, c'est indéniable. Je crois que là-dessus, il n'y a plus de question du tout. Mais comme tous les alliés, ils doivent se respecter et avoir leur indépendance. Voilà. Il y aura un candidat UDI, enfin vous espérez qu'il y aura un candidat UDI en 2017, quoi qu'il arrive? Nous allons même un peu plus loin avec Jean-Christophe Lagarde, puisque nous considérons que le candidat de l'UDI sera au second tour de l'élection présidentielle. Considérant, ça va vous faire rire, mais... Face à qui, selon vous? Je ne sais pas, mais considérant que les Français ont essayé, les socialistes, manifestement, c'est pas leur tasse de thé, ont essayé la droite conservatrice, et aujourd'hui, il ne leur reste qu'une alternative, au-delà du Front National. C'est de proposer au centre d'être vraiment aux affaires. Le centre qui n'a pas été aux affaires depuis 34 ans. Valéry Giscard d'Estaing. On en parlait tout à fait. Donc il y a un moment, c'est vrai que c'est une petite musique qui longtemps a pu amuser parce que le centre était faible. Mais dans les années 95-97, le centre a été aussi important que la droite conservatrice. Si l'UDI présente un candidat en 2017, en plus de celui de l'UMP, est-ce que ce n'est pas un risque finalement de faire du jeu, le jeu du Front National, en éparpillant les voix à droite, est-ce que vous croyez vraiment que parce qu'on pourrait arriver à cette situation dramatique, il faut pour autant cacher ses idées et ne pas les mettre en avant? Après, c'est une compétition démocratique. Je veux dire, aujourd'hui, on ne va pas se poser la question de savoir est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il faut défendre nos idées. Je crois qu'on est des responsables politiques responsables, comme son nom l'indique. Et donc, on est là pour mettre en valeur et en avant nos idées avec un candidat. Si le candidat de la droite est Alain Juppé, est-ce qu'il faut revoir sa stratégie? On le sait proche du centre. Vous en savez plus que moi. Moi, je ne sais pas. Je sais aujourd'hui que l'UDI va avoir un président bientôt, que l'UMP aura un président dans quelques semaines, un peu après l'UDI. Et après, nous verrons. Honnêtement, la France va suffisamment mal pour qu'on arrête de faire de la politique fiction de ce qui va se passer si un tel... Si vous, les journalistes, commencez à faire des jeux à 3 bandes, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'on ne parle même plus des vrais sujets du quotidien de celui des Français. Même dans la campagne de l'UDI, c'était présent, la question par rapport de l'UMP. C'est pas parce que c'était présent qu'il faut continuer à en parler. Moi, je considère que notre rôle, comme votre rôle, c'est de parler des sujets du quotidien des Français. Et pas de parler de ce qui va se passer dans telle situation dans 2 ans, s'il se passe ça dans 1 an. Alors, on s'en fout un peu. J'ai un sujet du présent. Là. Voilà. Les derniers scrutins ont été bons pour votre parti, notamment les sénatoriales de la fin septembre. Vous avez gagné 8 nouveaux sièges pour un total désormais de 40 sénateurs. Ces bons résultats, ça permet de peser plus dans la vie politique française et notamment, et j'en reviens, face à l'UMP. Alors indéniablement, d'abord parce que la majorité au Sénat n'est possible que grâce à vous, que grâce à l'UDI, au groupe présidé par M. Retailleau, ce qui d'ailleurs a été tout à fait intégré dans la stratégie du président Gérard Larcher, dont on peut se féliciter de son élection, ce qui est une bonne chose pour le pays.
Après, c'est vrai qu'indéniablement, l'UDI commence à compter, plus ou moins selon le département. Mais n'oubliez pas que sur les 150 communes gagnées par la droite et le centre aux élections, je le rappelle parce que ça a été très peu dit par les médias, 150 communes de plus de 9000 habitants gagnées par la droite et le centre aux dernières élections municipales, vous en aviez un tiers qui était UDI, dont des villes imprenables. Alors c'est peut-être pour ça que nous avions eu la tête de liste. Je pense à Niort, je pense à Bobigny, enfin voilà, des villes qui étaient pour certaines depuis 50 ans, 60 ans communistes. Donc ça veut dire que la petite musique qui est celle de l'UDI, elle commence à porter, c'est une tonalité particulière, on le voit bien au Parlement où le ton n'est pas le même que l'UMP, avec qui pour autant nous avons d'excellents rapports, mais pour autant la petite musique n'est pas la même. Et les Français, dans les sondages le disent, ils sont très attachés à l'existence et au nouveau parti qu'est l'UDI. Et la musique de l'UDI, justement, peut-elle se jouer avec le MoDem, avec François Bayrou, sur le long terme? Plus peut-être que moi, avec je l'UMP. suis extrêmement réservé sur le positionnement de François Bayrou aujourd'hui que je ne comprends pas. Pas forcément celle du parti, du MoDem. Le MoDem, il n'existe pas vraiment. Je suis désolé pour ceux qui entendront ça, ils m'en voudront, mais tant pis, on s'en expliquera. C'est l'homme, surtout, qui porte l'homme qui a été candidat en 2007. Candidat malheureux, pour autant candidat avec un extrêmement bon score à l'époque, avec les conséquences politiques qu'on a pu voir sur son groupe parlementaire, et la cassure et la brisure qu'il y a eu à l'époque avec Hervé Morin et le Nouveau Centre. Moi, je crois que dans cette affaire, les Français sont attachés à voir des visages nouveaux, à voir des idées neuves et des caps qui soient clairs pour l'avenir. Et pas simplement des gens qui ont été candidats, ministres, Premier ministre, président de parti. Et pour certains, je ne sais même pas vous dire, vous n'étiez pas né, Nicolas. Pour certains, vous n'étiez pas né. Vous vous rendez compte ? Selon vous, les Français votent-ils pour des partis ou finalement pour des personnalités ? Je crois que ni l'un ni l'autre. Je pense que les Français, ils votent pour des idées, heureusement, des valeurs, des volontarismes d'hommes ou de femmes. D'ailleurs, on voit bien le volontarisme qui était celui à l'époque de Ségolène Royal, qui a quand même fait un score extrêmement honorable. On voyait bien à l'époque que Lionel Jospin avait un volontarisme, c'est pas une critique contre l'homme, qui était quand même pas exacerbé, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc je crois qu'il y a ce volontarisme-là qu'on connaît, qu'on a connu chez François Hollande. Aujourd'hui, on est un peu plus, si j'essayais de m'extraire de la casquette qui est la mienne, un peu plus réservé sur le volontarisme qui est le sien, qu'on a connu chez Nicolas Sarkozy, qui est toujours présent. Donc voilà, je crois qu'il y a avant tout des idées, une capacité à montrer un cap face à une mondialisation qui est complexe et pour lesquelles les hommes et les femmes de France sont un peu perdus. Et puis face à la simplification et au côté extrêmement réducteur des extrêmes. Je vous propose maintenant de faire une pause musicale, on se retrouve dans quelques instants. L'hebdo politique. De retour dans l'hebdo politique en compagnie d'Arnaud Richard, député UDI des Yvelines. Nous allons maintenant parler des collectivités territoriales. Elles sont au cœur du projet de loi de finances du budget 2015. C'est du direct. Discuté en ce moment à l'Assemblée, celui-ci prévoit une baisse des dotations aux collectivités de presque 4 milliards d'euros. Arnaud Richard, faites-vous partie de ces élus qui dénoncent cette baisse ? Ou alors estimez-vous que cela est finalement normal en période de réduction des déficits ? C'est vrai qu'il faut que tout le monde fasse des efforts, c'est indéniable. Mais pour autant, dans ce budget, vous l'avez dit Nicolas, les collectivités sont manifestement le bouc émissaire du gouvernement. Et participer à l'effort de redressement des comptes publics, d'accord, mais là on est sur un assèchement des ressources qui est en parfaite contradiction avec la hausse des charges qui est imposée aux collectivités locales sur un certain nombre de sujets, le temps scolaire en particulier, et d'autres contraintes qui sont liées aux collectivités locales. Donc vous avez une gronde, je vais être un peu long là-dessus Nicolas, si vous m'en voulez pas, une gronde des gens qui en ont marre des impôts locaux. On considère que les impôts locaux sont trop élevés, je peux le comprendre. Pour autant, vous avez, par la baisse des dotations de l'État aux collectivités locales et l'augmentation des contraintes, un effet ciseau. Donc l'État baisse les dotations aux collectivités locales, augmente leurs obligations, leurs compétences, et dit débrouillez-vous. Bon. Les conséquences, on peut se cacher les yeux, ne pas vouloir le voir, ne pas être content, ok. Mais simplement, les conséquences, c'est que l'État, en fait, oblige les collectivités à augmenter les impôts. Je schématise, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est facile de dire on vous donne moins de sous, mais il faut faire plus de choses, débrouillez-vous.
Alors, il faut mieux gérer, il faut mutualiser. Moi, je prône ça. Il faut avoir des agglos peut-être plus importantes. Moi, j'y suis plutôt très favorable si on fait faire des économies. Mais surtout, le point le plus important, c'est de rendre de l'impôt aux gens. Voilà. C'est plus possible que les gens payent des niveaux d'impôts locaux aussi élevés avec un service qui n'est pas toujours au rendez-vous. Sur la période 2015-2017, c'est 11 milliards d'euros de baisse qui sont prévus. Est-ce que là aussi, on dit stop? Est-ce qu'on est au bord du précipice? C'est un peu risqué d'abord parce que, je vous le disais, ça concourt à la baisse et redressement des comptes publics, c'est indéniable. Mais sauf que les collectivités, elles sont le moteur de la croissance de demain. Ce sont eux qui investissent sur les territoires, ce sont eux qui vont vivre les entreprises, ce sont eux qui font vivre le tissu d'entreprises locales. Donc il faut faire très attention parce qu'un moteur, ça se grippe, et quand ça se grippe, c'est dur à faire redémarrer. Et le moteur de la croissance, il n'est pas en très bonne forme en France, ni en Europe d'ailleurs. On voit bien que le président Juncker, en arrivant, annonce un plan de 300 milliards d'euros d'investissement public. Bon, le nouveau président de la Commission européenne. Le nouveau président de la Commission, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, si c'est d'investissement public ou privé. Bon, ça va dans le bon sens, c'est indéniable, mais il faut faire toujours très attention en période de récession de gripper le moteur de celles et ceux qui vont permettre la croissance de demain. Il y a quelques jours, la Cour des comptes a rendu un rapport sur la situation financière des collectivités. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce rapport n'est pas bon. Il est alarmant même. Malgré la baisse des dotations, les dépenses des administrations ont augmenté de presque 3,5% entre 2013 et 2012, quand les recettes n'ont augmenté qu'à peine d'1%. Les collectivités ne jouent-elles pas le jeu de la réduction des déficits selon vous? Quand on écoute ces chiffres, en tout cas au premier abord. Oui, alors c'est assez global comme chiffre. Il y a certainement des collectivités qui font bien le job et d'autres qui ont peut-être été trop loin dans les dépenses. Et la Cour des comptes est là pour le montrer. Je crois que vous avez d'abord surtout un enchevêtrement des structures existantes. Entre les syndicats, les communes, les intercos. Voilà, c'est difficile à comprendre déjà, même pour nous, pour les entreprises, pour le citoyen de base, qui lui a l'impression qu'on accumule des strates qui à chaque fois lui coûtent des sous en impôts, ce qui n'est pas totalement faux. Quand on a fait l'interco, ça date des années 90, et même avant pour certaines intercos très anciennes comme les villes nouvelles ici, il s'agissait d'économiser de l'argent et de dépenser moins d'argent. On est certainement aujourd'hui, et c'est peut-être une chance, dans un moment où le pays va très mal, où il faut vraiment faire des réformes et aller au bout pas simplement faire croire qu'on les fait, pas simplement créer de nouvelles strates en laissant imaginer que ça amènera des services nouveaux, des projets nouveaux, et peut-être vraiment aller au bout de la démarche de l'intercommunalité. Justement là-dessus, dans le rapport de la Cour des comptes, il y a quelque chose de frappant finalement, c'est la hausse des effectifs du bloc communal, c'est-à-dire intercommunalité et communes. Entre 2000 et 2011, les intercommunalités ont vu leurs effectifs augmenter de 145% et les communes de 12%. Alors, au-delà des effectifs, vous avez aussi un chiffre qui est étonnant, c'est l'augmentation de la dette et l'endettement des communes, ou des collectivités locales. C'est d'une certaine manière... Comment c'est possible ça? C'est d'une certaine manière dû au désengagement de l'État sur un certain nombre de politiques publiques, avec un transfert de ces politiques publiques pour les intercommunalités, ou pour les collectivités en général. Et un souci peut-être pour les collectivités de faire les choses de façon plus proche, avec plus de personnel. Je ne crois pas qu'il faille y voir un clientélisme ou un manque de sérieux des élus en règle générale. C'est juste que ce transfert de compétences de l'État, il a donné lieu, de la part des collectivités, à de l'embauche pour réaliser dans de bonnes conditions les politiques publiques. Et finalement, est-ce que le mythe des doublons de deux personnes pour le même travail, est-ce qu'il existe Non, je crois qu'il n'existe pas vraiment. Ça serait facile et ça serait poujadiste comme formule. Nous avons certainement loupé dans notre pays la mise en œuvre de l'interco, mais pas dans les années 90. On a dû le louper dans les années 2004. Je crois que la grande réforme qui était celle de Jean-Pierre Raffarin n'est pas du tout sortie comme il l'imaginait lui du Parlement. Et ça, c'est une vraie loupée. On n'a pas été assez loin. On n'est pas allé assez loin et aujourd'hui, vous rappelez-vous que Jacques Chirac proposait de mettre à mal les conseils départementaux, les conseils généraux, ce qu'il n'a jamais fait quand il est devenu élu. Alors, François Hollande propose de le faire, mais à un terme qui est 2020. Donc, je ne suis pas particulièrement pour, c'est pas ce que je veux dire, mais on voit bien que il y a des fois, notre pays souffre de sa démocratie. Je vais aller jusqu'au bout de ma démarche, comprenez-le bien. Peut-être qu'il faudra aller plus vite. Voilà, plus vite.
Et on voit certains pays, l'Italie par exemple, avec Matteo Renzi, qui est en train de, je ne sais pas s'ils vont y arriver, mais est en train de montrer des signes d'une capacité de réforme. Je prends beaucoup de précautions dans mon propos. Je ne sais pas si la France, qui est un pays exceptionnel, mais qui se réforme toujours dans des crises, est-ce qu'on sera capable de se réformer dans la méthode, dans l'écoute, dans le sérieux, dans le partage, ou est-ce qu'il faudra une grande crise? Voilà. Moi, très modestement, mais je vois ce qu'on a su faire avec Jean-Louis Borloo sur la politique de la ville, qui est un sujet qui nous touche beaucoup dans les Yvelines. On a su mettre en œuvre une politique publique totalement révolutionnaire, où dans des villes, je pense à Trappes, je pense à Mantes, je pense à Chanteloup, vous aviez 10 à l'époque, avant Jean-Louis Borloo. Aujourd'hui, vous avez 100 ou 200 en investissement, en capacité d'investissement. On peut aussi faire de la réforme avec l'ensemble des acteurs, sans partir sur des formes de révolution ou de heurts comme on pourrait le craindre en France. Alors pour éviter l'endettement, la Cour des comptes préconise un encadrement plus strict des dépenses et des recettes des collectivités à travers une loi de financement qui n'existe pas aujourd'hui. Non, et là, est-ce que c'est une bonne idée? Alors là, vous touchez un article de la Constitution qui est la liberté, une forme de liberté des collectivités locales, auxquelles elles sont très attachées. De toute façon, nous avons... l'histoire est faite de balancier. Nous avons une forme de retournement des choses où on sent paradoxalement une très forte décentralisation d'un côté et puis de temps en temps sur certaines politiques publiques une grande recentralisation. Je pense au Grand Paris par exemple, qui est une forme de recentralisation d'une certaine manière, tout en étant un projet très important. Je ne sais pas demain si le RSA, qui est l'ancêtre, dont le RMI est l'ancêtre, ne sera pas par exemple, recentralisé au niveau de l'État. C'est pas du tout impossible. Donc tout ça est un effet de balancier habituel dans l'histoire d'un pays. Les collectivités, le sujet n'est pas de savoir si elles ont bien géré ou pas géré. Le sujet, c'est que on met trop de temps pour sortir des projets dans notre pays. Vous voyez bien, dans les Yvelines, on parle de projets, certains projets d'infrastructure dont on parle depuis 30, 40 ans, 50 ans pour certains. Je suis désolé, je vais vous parler de la 104 ou d'autres sujets. Ouais, on parle de 1965. Ouais. Et à chaque fois, on se fait peur en disant qu'est-ce qui se passera si il ne se passe rien, parce qu'on est incapable de sortir des projets très vite. Incapable. En introduction, j'ai évoqué la loi de finances du budget 2015. Celui-ci prévoit 21 milliards d'euros d'économies, dont 4 milliards pour les collectivités. Il y a aussi 9,6 milliards de baisse pour la sécurité sociale. Arnaud Richard, vous êtes membre de la commission des affaires sociales. Presque 10 milliards d'économies, c'est jouable pour la sécurité sociale ou c'est utopique? D'abord, je trouve que... il y a eu des erreurs de fait, vous me direz, je suis dans mon rôle en vous disant ça, il y a eu des erreurs de fait depuis 6 mois, des erreurs de calendrier, de timing. Quand le président de la République annonce le 31 décembre, ça fait il y a longtemps maintenant, le pacte de responsabilité, en disant qu'il ne s'appliquera qu'au 1er janvier 2016 pour certaines mesures, c'est pas possible. On ne peut plus se permettre de choses comme ça, des annonces qui mettent 1 an et demi à se mettre en œuvre. Des mises à mal de taxes qui étaient, je vous l'accorde, un peu idiotes, mais qui avaient le mérite d'amener de l'argent dans les caisses de l'État. La C3S, qui est une taxe qui touche les grandes entreprises. Alors, elles étaient toutes extrêmement opposées à cette taxe, je peux le comprendre, depuis toujours d'ailleurs, sauf que ça rapporte 6 milliards d'euros sur 3 ans, c'est une grosse somme. Et en mettant à mal cette C3S, moi j'y suis très opposé, comme les frondeurs d'ailleurs. La C3S cotisation de sécurité, enfin bon... qu'importe le nom, mais une taxe qui a été créée dans les années 50, 60 à peu près pour compenser une taxe sur le chiffre d'affaires, hein, donc assez idiote, je vous l'accorde, mais pour compenser l'arrivée des grandes surfaces vis-à-vis du commerce de proximité. Donc cette taxe, elle a été mise à mal par le gouvernement, et les conséquences, ça veut dire que le gouvernement est obligé de taper dans la politique familiale, à peu près à l'équivalent, 1 milliard d'euros. 750 millions d'euros, mais de façon assez idiote, je trouve, et puis surtout en cassant une part de notre modèle de société qui n'est pas parfait, mais qui est assez prisé, regardé de près, en Europe en particulier. J'étais l'autre jour avec des collègues députés portugais qui ont le taux de démographie le plus faible, un des plus faibles au monde. Ils nous disent, mais Français, rendez-vous compte la chance que vous avez d'avoir une politique familiale comme vous avez aujourd'hui, d'avoir un taux de natalité si important.
On ne se rend pas compte. On a des problèmes. On ne se rend pas compte des chances qui sont celles de notre pays aujourd'hui. 10 milliards pour la sécurité sociale en 2015 d'économie. Moi, j'y crois pas trop. Au moins, ça va vite et ça va loin. Ça va vite, ça va loin. Je crains que ça ne soit pas une réalité et que ça prenne et que ça mette à mal une partie de la société. Voilà. D'ailleurs, le gouvernement a été critiqué un temps pour ne pas avoir précisé le détail de ces 10 milliards d'économies. Où on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on sait précisément, vous qui êtes à la commission des affaires sociales? Je vous confirme qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il y a une impasse. Donc on ne sait pas vraiment où sont les 10 milliards plutôt. Vous savez, on vient de sortir de ce texte qui s'appelle Projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est pas un très jeu de mots, PLFSS. Le montant global du PLFSS, vous êtes assis Nicolas, c'est 466 milliards d'euros. Donc c'est 100 milliards de plus à peu près que l'État, que le budget de l'État. Donc c'est des sommes gigantesques. Et donc là-dessus, j'ai pas trouvé le gouvernement très clair. En tout cas, nous, on a été extrêmement opposés à l'UDI avec nos partenaires de l'UMP sur la mise à mal de l'universalité des allocations familiales. Réforme des allocations chômage, maladie, travail le dimanche, libéralisation des professions réglementées. Beaucoup de pistes sont évoquées par la majorité en ce moment. Selon vous, que doit-on faire prioritairement? S'il y a une mesure à faire aujourd'hui, une réforme, vous qui appelez à réformer plus vite? Moi, les professions réglementées, je pense que ça n'apportera rien. Je l'ai dit au Parlement, j'ai posé une question un peu virulente à Emmanuel Macron d'ailleurs sur ce sujet, parce que je crois que c'est des professions qui fonctionnent, les notaires, les avocats, les pharmaciens. Est-ce que vous croyez vraiment que parce que demain vous allez acheter vos médicaments en supermarché, le pays ira mieux? Vraiment? Vous croyez vraiment que c'est ça qui va faire que le pays ira mieux? Est-ce que vous croyez vraiment quand vous aurez tué tous les notaires de France, le pays ira mieux? Le notaire, d'accord, c'est pas une profession extrêmement moderne qui s'est peut-être pas ouvert pour expliquer ce qu'était son job, mais pour autant, c'est pas ça qui va faire que le pays ira mieux. Après, vous avez le marché de l'emploi. Ça, c'est un vrai sujet. Le gouvernement, de façon, je dirais pas habile, mais assez marketing, laisse entendre qu'ils ont trouvé la martingale avec le contrat unique, donc contrat qui serait unique entre le CDI ou CDD. Moi, j'ai hâte de voir. Je pense qu'ils vont se perdre dans cette proposition. Mais la priorité, c'est le marché du travail pour vous? Je crois que le marché du travail, la mise en tension du marché du travail, ni en stigmatisant les chômeurs, ça c'est trop facile, ni en mettant à mal le soutien qu'il leur a apporté pour trouver du boulot, mais une mise sous tension en apportant des moyens. On l'a vu, je suis désolé, je vais reciter Jean-Louis Borloo, mais c'est vrai que c'est une expérience qui m'a beaucoup marqué. C'était pas la crise à ce point-là, mais quand même, on avait réussi avec Jean-Louis Borloo à ramener le taux de chômage, je vous rappelle, à 7,8% dans notre pays. Avant la crise? Pendant le plan de cohésion sociale. Parce que les moyens étaient au rendez-vous. À l'époque, on nous traitait de keynésiens parce qu'on mettait trop de moyens, on dépensait trop d'argent pour résoudre des problèmes qui sont ceux de notre société. Les réformes, il aurait fallu les faire avant finalement et pas maintenant. Je crois qu'aujourd'hui, c'est difficile de réformer en temps de crise. Et de faire comprendre peut-être aux gens également. C'est difficile. Et notre pays se prépare à des moments un peu délicats. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. C'est la fin de cette émission. Merci Arnaud Richard d'avoir participé à cette émission. Merci Nicolas. Je le rappelle, vous êtes député UDI de la 7e circonscription des Yvelines. La plus belle de France. La plus belle de France. Une émission à retrouver en podcast sur notre site radiosensation.fr. Prochain rendez-vous de l'hebdo politique la semaine prochaine à 18h sur Sensation. Bonne fin de week-end à tous. L'hebdo politique sur Sensation.